Mais non, ça marche, il y a marqué live et tout va bien. Faut juste laisser un peu de temps pour que les gens arrivent. Du coup, on va peut-être faire les présentations en attendant. Oui, allez, on est parti. Eh bien, bonjour Sandra. Bonjour Marion, merci beaucoup pour l'invitation. Et bienvenue sur ma page Quitter l'école. Donc aujourd'hui, j'accueille Sandra pour parler du burn-out, qui concerne quand même pas mal d'enseignants. Soit comme raison de se reconvertir, soit parce que voilà, on est en plein burn-out, on va devoir s'arrêter, mais quoi qu'il en soit, ça questionne pas mal. Je vais te demander de te présenter si tu veux bien, donc dis-moi un peu qui tu es, ce que tu fais par rapport au burn-out. Alors, je m'appelle Sandra, j'ai un site qui s'appelle Effervescience et ma mission, c'est la sensibilisation pédagogique au burn-out. Donc, pédagogique parce qu'en fait, j'ai des petits outils de sensibilisation qui sont basés sur des séries, des jeux vidéo, des trucs un peu ludiques pour retirer le côté sombre et un peu dramatique du burn-out. Ça reste compliqué, mais on peut en parler sans être trop sérieux. Donc, l'idée, c'est ça. Voilà, donc grâce à Sandra, on va pouvoir faire le plein d'infos sur le burn-out et puis avoir des pistes et des outils surtout concrets pour nous aider. Tu peux nous faire un petit point un peu sur le burn-out au niveau des chiffres? Qu'est-ce qu'on en sait en fait? Qu'est-ce qui est publié à ce sujet-là? Alors le problème du burn-out, c'est que la reconnaissance, c'est un gros débat. Il n'y a encore rien d'officiel. C'est pas une maladie professionnelle, c'est même pas une pathologie encore officiellement reconnue en termes médicaux. Il commence à y avoir quelques consignes au niveau des institutions de médecine, mais finalement, il n'y a pas de tableau validé par tout le monde. Ce qui fait que les chiffres sont aussi fous que la définition. C'est-à-dire que pour avoir des chiffres, il faut qu'on soit d'accord sur ce que c'est. Comme on n'est pas d'accord, on a des fourchettes de chiffres qui sont juste plus larges que l'écran de ce que je peux montrer là, en fait. On va de 30 000, je crois que c'est l'Institut de veille sanitaire qui a fait ça, à 3 millions. Ça, c'est une étude qui a été faite sur le stress et le mal-être au travail par un institut qui s'appelle Preventica. Et les derniers chiffres qu'on ait vraiment sur une étude massive, c'est l'enquête Parlons Travail qui a été organisée par la CFDT, où là, on est sur 200 000 répondants, et là, on a des chiffres qui sont vraiment effrayants. C'est un salarié sur 3 qui aurait déjà fait un burn-out, et 2 chercheurs d'emploi sur 3. Alors, c'est énorme, je pense que c'est surévalué, parce qu'on est sur du burn-out qui est déclaré par la personne. Et comme il y a encore un flou, même pour les victimes, sur ce qu'est le burn-out, et qu'on confond encore le burn-out avec la fatigue chronique et la dépression, je pense qu'il y en a un peu moins. Par contre, ça montre vraiment le malaise au travail, ces chiffres-là. C'est ça. Puis le gros problème, effectivement, du diagnostic, où on est souvent dans l'autodiagnostic, on va pas bien sans trop savoir ce qu'on a. Et puis, de l'autre côté, le burn-out, le véritable burn-out, qui est pas toujours reconnu non plus, quoi. Et du coup, pour nous, enseignants, futurs enseignants ou ex-enseignants, le burn-out, c'est particulièrement tabou. Alors, on en a discuté un peu tous les deux. Tu m'expliquais que c'était un peu dû à la particularité du métier, en fait, le sens du métier de prof. C'est un peu le problème des métiers valeurs. On a le même problème dans le milieu de la santé. Il y a aussi énormément de burn-out dans le secteur de la santé parce qu'en fait, on est sur des métiers où il y a des valeurs de partage, de transmission et des vocations souvent qui sont à l'origine du métier, ce qui fait qu'on va se mettre en retrait, en fait, par rapport à des valeurs et par rapport à une mission. Ce qui fait qu'on va pas forcément avoir l'instinct de préservation, on va se faire passer en dernier et on va pas s'arrêter à temps, en fait. Surtout que c'est pas facile de se faire arrêter quand on gère plusieurs classes d'enfants qu'on accompagne dans une année scolaire, donc on peut avoir aussi des scrupules à finalement s'arrêter. Alors, les profs concernés par le burn-out et encore plus les personnes qui peuvent avoir certaines caractéristiques. Il y a une notion un petit peu de surinvestissement toujours. Il y a toujours un problème de rapport au travail, en fait. Il faut savoir fixer ses limites et s'arrêter à temps. Il faut avoir aussi les moyens de le faire, c'est pas forcément évident. Mais le burn-out, en fait, ça tient en une équation, c'est des attentes démesurées par rapport à des ressources qui sont pas au niveau. Et à partir de là, la personne essaye de remplir le gap, mais c'est ça qui va l'épuiser, en fait. Alors, pour les profs qui nous écoutent, je pense que ça doit être assez parlant parce que des ressources, on n'en a pas beaucoup. C'est à nous de les trouver nous-mêmes. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a un sacré déséquilibre entre ce qu'on doit fournir sans arrêt et puis le retour qui n'existe pas forcément.
on peut être vite submergé par le travail. On en reparlera peut-être un peu tout à l'heure là dans l'attitude à avoir quand on sent que ça commence à déraper. Mais ouais, je pense qu'à la base, il y a ce problème de pas de ressources suffisantes pour rester la tête au-dessus du niveau de l'eau, quoi. On en avait parlé toutes les deux, mais c'est vrai que je pense que les gens se rendent pas forcément compte du travail préparatoire à fournir dans le milieu enseignant. Et il y a ça aussi, il n'y a pas que le temps de classe, il y a tout ce qui se passe en amont, la masse de cours à préparer, et je sais que c'est quelque chose qui est une charge énorme dont les gens n'ont pas conscience, et si on vous fournit pas de quoi vous aider à construire tout ça, c'est pas évident, quoi. Voilà, et ça rend peut-être aussi dans le cadre de la prévention, ça, que ce soit par rapport aux profs ou à d'autres métiers, effectivement, de mieux communiquer par rapport au public, aux gens à qui on a affaire, leur présenter le métier, parce qu'il y a quand même une grosse méconnaissance, effectivement, de comment ça se passe concrètement. Les journées s'arrêtent pas à l'heure à laquelle on ferme la boutique, hein. Et ça aiderait sûrement tout le monde de pouvoir mettre les choses un petit peu au clair, sans rentrer forcément dans les détails, mais savoir que oui, le travail, il n'est pas que face aux élèves. Ça pourrait être intéressant d'avoir une journée dans ma vie d'enseignant. C'est très à la mode de certains trucs de télé-réalité, je suis pas du tout. Complètement, je suis d'accord avec toi. Et pour tous les métiers, en fait, qu'on se rend compte de tout ce que ça implique et que nous, on voit que la face émergée de l'iceberg, bien sûr. Mais on ne sait pas ce qui se passe avant, après, et puis ce qu'on ramène aussi à la maison, quoi. Parce que bon, ça c'est un peu pareil pour tout le monde, je pense. On ramène un peu le travail à la maison, quoi qu'il en soit dans sa tête, mais parfois ça peut être vraiment très pesant, d'où l'intérêt de pouvoir couper quand même pour se préserver et pas rester la tête en classe 24/24. Puis il y a la notion de rapport aux autres qui peut aussi être très fatigante, que ce soit les enfants à gérer au quotidien et le rapport avec les parents, où c'est des activités qui peuvent prendre beaucoup d'énergie en fait. C'est ça, le fait d'être en représentation aussi tout le temps, hein, comme tu disais, voilà, on a un rôle à assumer et on peut pas vraiment prendre de pause, c'est assez bizarre à dire, mais c'est vrai que dans la journée, je trouve qu'on n'a pas réellement de pause, on est tout le temps en représentation, on peut pas souffler et se dire bon là, je prends une heure plus cool et puis je me détends un petit peu. Bon, c'est plus compliqué quand on est en classe, quoi, de faire ça que dans d'autres métiers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les comportements, les types de tempéraments qui sont susceptibles d'être concernés par le burn-out, sans vouloir faire non plus de généralité, mais est-ce qu'on a des petites tendances qui se dégagent? Il y a des tendances et qui vont à l'encontre de ce qu'on peut entendre dans les grandes idées reçues où ça va être des personnalités qu'on dit faibles, qui vont pas réussir à gérer la pression. En fait, c'est tout l'inverse. C'est des personnes qui sont très fortes, très investies, qui peuvent souvent être un petit peu perfectionnistes, qui vont parfois se rajouter un niveau de demande supplémentaire à ce qu'on attend déjà. Après, en plus, il n'y a pas forcément de retour quand vous préparez un cours. Je veux dire, chacun le fait à sa façon. Et on a vite fait d'y passer plus de temps que ce qu'on a vraiment à disposition. Il y a une notion d'aide, de partage, d'accompagnement de l'autre qui peut vite devenir assez envahissant. Et il y a toujours ce côté relation par rapport au travail en fait. C'est des gens qui ont du mal à départager la partie pro et la partie perso, ce qui est un peu intrinsèque au métier puisque de toute façon vous ramenez des choses chez vous et vous faites des choses chez vous. Et c'est ça qu'il faut en fait travailler. Il y a un travail sur les limites, l'affirmation, le rapport au travail. Ouais. Après, il y a des signes à détecter qui fait qu'on peut s'arrêter avant, en fait. Mais il y a aussi cette notion de je suis plus fort que ça, je vais tenir. Il y a les vacances à telle date, il y a le week-end qui va me permettre de récupérer. Il y a cette idée de je veux pas m'arrêter, en fait. Oui. Et ça fait aussi se questionner sur le rapport au travail tout court, hein, avant même de choisir un métier ou s'engager dans une profession, être bien au clair peut-être sur ce qu'on est prêt à mettre là-dedans et voilà, quoi, avoir déjà défini ses limites. Sinon, c'est vrai qu'on a vite fait de se faire engloutir par la masse de préparation, etc. Complètement. Les personnalités un peu surinvesties, des fois, c'est bien de les mettre sur des postes plus carrés au niveau horaire, juste pour être sûr qu'ils débordent pas, en fait. Si on n'arrive pas à se mettre la discipline soi-même, on peut se l'imposer par le choix du poste, mais ouais, sachant que ça reste quand même très compliqué et d'avoir le poste qu'on souhaite, malheureusement, et on n'est quand même pas managé ni encadré véritablement. Donc même avec un emploi du temps
on va dire peut-être réduit ou avec certaines directives, on est quand même maître à bord et personne va nous empêcher d'en faire plus si on se le dit pas soi-même, quoi. C'est ça. Ouais. Et du coup, on est seul à bord du navire toute la journée. Et puis un petit peu seul aussi dans l'institution, mais ça c'est un problème qu'on va rencontrer sûrement aussi dans les hôpitaux. Je trouve que c'est très très caractéristique parce que on en parlait, mais finalement, dans le salariat, il y a toujours des structures vers qui se tourner quand on est en mal-être, que ce soit la RH, que ce soit la CHSCT, que ce soit le médecin du travail qui est disponible. Tu m'expliquais que vous aviez une visite médicale au début et finalement vous n'avez pas de personnel référent en termes de santé au travail. Donc cette thèse-là, enfin, il y a le médecin généraliste, c'est de toute façon c'est la réponse à toute suspicion de burn-out. Quand on commence à vraiment pas tenir le coup, faut aller voir son médecin pour faire le point sur ce que c'est, se faire arrêter si nécessaire, mais ne pas avoir de référent quand on a un problème de bien-être au travail, c'est quand même très caractéristique à l'enseignement de ce que tu m'expliquais. Oui, c'est-à-dire que voilà, déjà les informations, c'est compliqué de les avoir. Il y a des médecins de prévention, mais pas dans tous les secteurs en plus. Donc, on se retrouve avec des problèmes qui peuvent être difficilement solutionnés, quoi. Au quotidien, on n'a pas de nom de personnes vers qui se tourner si ça ne va pas, quoi. C'est à nous de prendre les devants, de nous renseigner, savoir qui contacter, à quel endroit. Et puis, on n'a pas forcément non plus du coup les rendez-vous au moment où on voudrait. Enfin, ça c'est le problème, c'est un problème général. Mais voilà, il y a toujours ce souci de rapport au temps qui fait que les choses sont pas prises en compte au moment où elles le devraient, quoi. Du coup, on a quand même intérêt à reconnaître les signes du burn-out pour éviter de se retrouver complètement démunis. Parce que bon, ça, les institutions ne peuvent pas les changer d'un coup de baguette magique, mais la meilleure personne sur qui compter, c'est nous-mêmes, quoi. Et c'est là que pour nous dire quels sont les signes et en détail, parce que c'est déjà c'est pas évident à les reconnaître sur soi-même. Et puis, des fois, il y a des choses auxquelles on pense pas, quoi. Puis les mots revêtent pas forcément la même signification pour tout le monde, quoi. Être fatigué, pour certaines personnes, c'est inconcevable, quoi. Alors qu'ils sont réellement fatigués. Mais à quoi tu peux voir vraiment concrètement que là, tu as dépassé tes limites et il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer à l'intérieur, quoi. Il y a 3 gros signes. Il y a la fatigue, bien sûr, mais la fatigue du burn-out a ça de particulier qu'en fait, elle n'est pas améliorée par le repos. C'est-à-dire qu'une fatigue classique, une fatigue, il y a un effort, on se repose, les batteries se remplissent et ça va. Tandis qu'une fatigue qui est vraiment chronique, qui est une fatigue de stress, parce qu'en fait, le burn-out, c'est ça. Le burn-out, c'est du stress qui dure sur la durée. Et en fait, les petites doses de stress vont s'accumuler et ça va faire un peu comme une oxydation de la pile à l'intérieur du corps. C'est-à-dire qu'on a l'image souvent de réserve d'énergie qui se vide, mais c'est pas du tout ça. C'est en fait une accumulation de stress qui va faire que l'organisme va être complètement envahi et intoxiqué et on va finir par ne plus supporter cette charge de stress et s'effondrer. Donc cette fatigue-là, elle va être permanente, c'est-à-dire que même après une nuit de sommeil, où on va avoir l'impression d'avoir dormi, on va se réveiller fatigué. Donc cette fatigue-là est vraiment chronique. Ensuite, il y a une partie qui est plus au niveau du mental, où en fait, on va avoir du mal. Il y a un retour son, je sais pas chez qui. Comment est-ce que moi j'ai pas de son ici. Il y a une partie sur le mental où en fait on va commencer à douter de ses capacités, de ses compétences. Et en fait, on va avoir des doutes sur le fait de tenir la charge de travail. On va se sentir un peu dépassé. On va avoir l'impression de pas tenir les attentes et pas être au niveau de la charge de travail qui est attendue. On va se sentir un peu perdu. Ça, c'est un peu comme quand on joue au Tetris, pour ceux qui jouent à Tetris, quand il y a toutes les briques qui tombent à la fin, on a l'impression de tout contrôler, tout va trop vite. C'est ça, c'est un peu on parle de charge mentale. Là, j'ai vu une BD passer sur les femmes qui gèrent les enfants, là, dans le couple et qui finalement ont toujours plein de trucs à penser en même temps. C'est un peu ça, en fait. Et il y a une partie dépersonnalisation. Alors là, tout le monde n'est pas d'accord pour le terme, mais c'est celui qui est utilisé par celui qui a défini le burn-out. Moi, je parle de zombification parce que j'aime bien les termes un peu geeks. Mais c'est en fait un détachement de l'activité qui est tel qu'on se rend plus compte qu'on a des personnes en face, en fait. C'est propre aux personnes qui sont dans des relations d'aide et face à d'autres personnes où en fait on va devenir un peu cynique. On peut avoir des réactions un petit peu cassantes et un peu dures par rapport aux personnes qu'on côtoie, ce qui est particulièrement préjudiciable quand on est comme vous face à des enfants ou face à des parents,
Mais c'est un peu le pétage de plomb en fait. On a trop de stress, on n'arrive plus à gérer, on va le renvoyer de façon un peu agressive à travers les gens, quoi. Et quand on cumule ces signes-là, c'est vraiment caractéristique qu'on est en train de s'approcher du burn-out. Ouais. On va dire oui, c'est presque le dernier stade avant le vrai pétage de plomb, quoi. Le vrai pétage de plomb. Alors, soit pétage de plomb, soit on va vraiment s'effondrer, on va pas réussir à se lever. C'est à vraiment les deux cas de figure. Mais ça peut être vers l'extérieur avec vraiment on pète un câble et puis on va craquer dans une classe et puis partir et puis être arrêté à ce moment-là. Soit on va vraiment plus avoir d'énergie du tout le matin et pas se lever. Ouais, ok. Ouais, donc soit c'est extériorisé, soit au contraire, effectivement, on garde tout pour soi et puis ben on fait plus rien, quoi. On peut plus y aller. Quand on est bon, c'est pas facile de le voir et souvent la meilleure alerte c'est les proches. C'est-à-dire si on commence à te dire t'as l'air fatigué, je trouve que t'as changé, t'es un petit peu plus irascible, c'est des signes parce que eux le voient plus facilement que nous. Ouais. Après, ce qui est compliqué, c'est voilà, on se dit souvent, bah, je suis fatiguée en ce moment, mais c'est normal, c'est la fin de l'année, c'est bientôt les vacances, j'ai beaucoup de travail dernièrement. Est-ce qu'il y a un délai, enfin, au bout de combien de temps on peut se dire là vraiment, ça dure trop longtemps, quoi. Il y a un signe. Ça fait trop longtemps que je suis dans cet état-là, ça s'améliore pas. Bah déjà, cet état-là n'est pas normal. Quand on est vraiment à lutter pour aller bosser le matin, ça doit pas durer plus que quelques semaines. C'est vraiment pas normal. Il y a un truc qui est très caractéristique, c'est que bah, souvent vous êtes rythmé par les week-ends et les vacances, encore plus dans l'enseignement. Mais les gens qui tombent malades en week-end ou au début des vacances, c'est signe que l'organisme était vraiment sur les réserves en fait. Et qu'on a déjà continué trop longtemps. C'est-à-dire qu'ils profitent du moment où on ralentit pour que tous les petits virus se disent ça y est, on peut attaquer, elle a un peu baissé la garde. Et c'est très souvent ça. C'est-à-dire qu'il y a le burn-out, donc là on a parlé des gros signes, mais en termes plus localisés, tu vas avoir des douleurs, tu vas avoir des maux de tête, tu vas avoir des migraines, des infections à répétition, mal aux yeux, susceptibilité à la lumière, au son. Enfin, il y a beaucoup de choses qui fait que on cumule plein de petits signes de fatigue. On se dit que individuellement on va tenir, quand on commence à les cumuler, en fait, c'est un signe qu'on est en train de faire un gros stock de stress. Attends, je vais mettre mon casque pour que ça évitera qu'il y ait... Ouais, il y a un souci de son. Je vois pas trop comment régler ça de mon côté. Je sais pas ce qui peut coincer. Hop. Oui, donc tu disais, en fait, on somatise, quoi, de toutes les façons possibles. Ouais. C'est différent selon les personnes. Et les petits bobos, bah, c'est parfois aussi des signes annonciateurs du burn-out, quoi, quand ça s'accumule. Quand on les cumule, quand ils durent trop longtemps, quand un signe chasse un autre, c'est qu'il y a du stress derrière. En fait, le stress, c'est de l'accumulation de cortisol, ce qui fait une inflammation en fait de l'organisme qui, quand elle dure longtemps, donc quand le stress devient chronique, on est susceptible aux petits maux en permanence. Et ça va se manifester différemment selon les personnes. Mais un truc que j'ai remarqué chez les personnes qui ont fait plusieurs burn-out, moi j'en ai fait 3, c'est que les signes qu'on a, nous, sont caractéristiques de notre niveau de stress. C'est-à-dire que typiquement, moi je sais que je vais avoir des ulcères aux yeux ou des douleurs au dos. Quand j'ai ça, je sais que le stress a trop monté. Chacun doit être attentif à ça et surveiller ces signes-là. C'est ça, oui, parce qu'au-delà des 3 signes caractéristiques que tu as donnés, voilà, chacun va avoir son fonctionnement propre et puis les petits détails qui font qu'on se reconnaît plus trop en fait. Hein, c'est vraiment cette dépersonnalisation qui nous fait faire des choses qu'on aurait cru complètement impossibles, quoi. Et vu de l'extérieur, ça nous semblerait complètement fou. Et on est quand même plongé dedans. Et du coup, c'est notre seule façon de réagir, quoi. J'ai fait une vidéo où je vais un peu plus loin. Il y a 20 signes que j'ai mis dessus. Je vais la mettre en commentaire. Oui, il mettra le lien. Ouais, mais globalement, oui, c'est vraiment ça. C'est la côté fatigue qui persiste vraiment longtemps, que même si on se repose, ça part pas. C'est-à-dire qu'on va se dire, ce week-end, je vais vraiment rien faire, je vais prendre soin de moi, mais finalement, ça ira pas mieux. C'est caractéristique, ça. C'est la partie où vraiment on est dépassé, on est épuisé. On n'a plus envie d'aller bosser, en fait. On sent que ça coûte en énergie et c'est dur d'y aller. C'est les gens qui vont pas être bien le dimanche soir parce qu'on reprend le lundi, ça c'est caractéristique aussi. Et le fait de finalement être dans un niveau où on subit et on fait les tâches d'une telle façon qu'on se rend plus compte des personnes qu'on a en face. Il y a une dose de cynisme un petit peu. Et ça, puis du coup le cercle vicieux, il va s'installer parce qu'on est fatigué.
mais on peut pas s'arrêter ou on veut pas s'arrêter ou on se rend pas compte que c'est trop tard et du coup voilà, perte de confiance qui s'accroît et des personnalisations encore plus. D'autant que étant prof, on n'a pas moyen de déconnecter véritablement. Hein, la seule tâche quelque part, enfin une fois quand on est dans sa journée de travail, la seule tâche c'est d'assumer face à la classe, quoi. C'est ça. C'est ça. Là, j'arrête un quart d'heure, je sors de la salle. Je me pose, je reprends mes esprits, je me détends et je reviens. Non. On est tout le temps sur le pont. Et du coup, l'environnement, oui, il peut vite devenir agressif. Hein. C'est vrai, autant le bruit des élèves, la masse de travail à faire, tout est... Ouais, tout vient... Ça devient allergisant, finalement. Je parle d'activités vampirisantes et il y a vraiment ça, en fait. Il y a des activités qui ressourcent qui vont être celles qu'on va faire pour faire baisser ce cumul de stress qu'on peut caser le week-end ou en transition avant d'aller travailler ou pour faire une transition entre la journée de travail et la soirée. Et il y a des activités qui coûtent en énergie et typiquement si on a une classe un peu difficile et rien que le fait de donner la classe qui quand même requiert un niveau d'attention qui est très élevé sur une durée longue, c'est quelque chose qui peut coûter en énergie assez rapidement. Une fois qu'on sait qu'on est concerné, on se doute que quelque chose ne va pas, éventuellement on va aller voir le médecin, il a parlé ou pas du burn-out selon s'il est bien au courant ou voilà, selon sa pratique. Qu'est-ce qu'on fait, à qui on en parle par ailleurs, comment faire par rapport aussi à la hiérarchie, qui est-ce qu'on informe? Alors c'est vraiment case médecin, vraiment, parce que c'est lui qui va arrêter si besoin et finalement quand vraiment on est concerné par le burn-out, la seule réponse c'est de réduire l'exposition à la source de stress, donc en l'occurrence au travail. Donc soit par un arrêt, soit par une adaptation de la charge d'activité. Et voilà, c'est le problème de l'enseignement, on en parlait, c'est pas facile. C'est idéalement, faudrait avoir moins de classes, moins de temps de préparation, essayer de déléguer un maximum de choses. Et c'est ça la solution, en fait, c'est d'abaisser les attentes. Oui, et du coup, faire taire un petit peu son perfectionnisme si on en souffre, parce que voilà, on peut vite, effectivement, vite être débordé et dépasser ses limites, même en ayant peu à faire, quoi. Quand on est perfectionniste, c'est souvent ça le problème. Même avec peu de tâches, on peut y passer énormément de temps et trop de temps. Donc, un truc qui peut quand même aider, c'est vraiment de gérer le temps, mais de manière, j'allais dire, presque militaire, mais se donner une heure au-delà de laquelle on va arrêter de travailler, quoi. Oui, c'est sûr. Il faut vraiment déconnecter, et stop, quoi. C'est fini l'école, c'est fini le travail, on passe à autre chose. Donc, bien recloisonner ce qui se passe au travail et puis ce qui se passe dans la vie privée, quoi. Il y a des petits outils de gestion du stress qui sont pas forcément évidents à mettre en place pendant les cours, comme tu le disais, parce que vous êtes vraiment dans la classe et en représentation, mais il y a des outils comme la cohérence cardiaque, les outils de respiration, qui agissent directement sur le cumul de stress, c'est-à-dire que le stress cumule le cortisol et ces outils-là vont faire baisser le taux de cortisol. Donc là, on est vraiment dans l'attaque à la source. C'est quelque chose qu'on peut faire le matin avant d'aller travailler. C'est quelque chose qu'on peut faire entre deux classes ou sur la pause déjeuner, parce qu'en fait, la cohérence cardiaque, par exemple, c'est efficace au bout de 3 fois 5 minutes par jour. Donc les études que ça suffisait. Donc rien qu'en faire le midi sur la pause et le faire le soir, ça permet de quand même éviter un peu le cumul de stress. Et il y a des petites applis qui peuvent guider ça. Une fois que tu as l'habitude d'en faire, juste sur 2-3 respirations pendant un cours, tu peux baisser un petit peu le niveau de stress. Mais la solution reste quand même dans adapter son niveau d'activité par rapport à ses ressources en énergie. C'est ça, mais c'est vrai que rien que de mettre en place ces rituels, là, ça peut bien aider, quoi, à condition de le faire à temps. Encore une fois, pas attendre d'être vraiment sur les rotules pour s'y intéresser, quoi. Et puis c'est vraiment faut pas avancer, faut s'arrêter. C'est pas facile, mais il n'y a pas d'autre solution. Et il faut s'arrêter et il faut pas bosser pendant son arrêt. Ça, on le voit trop souvent, parce que des gens qui continuent à répondre à leurs mails quand ils sont arrêtés, qui continuent à envoyer des ressources de cours, ce genre de choses. Enfin, j'ai pas de chiffres, mais globalement, ils vont retourner bosser, ils vont rechuter. Il n'y a pas de secret. C'est ça. Donc il y a aussi cette grosse angoisse de se dire je vais être arrêté et qui va faire le travail à ma place, je vais devoir quand même assurer la continuité des cours, rester en liaison avec le travail. Et une fois que le congé approche de la fin, le congé maladie, la peur d'y retourner, quoi. C'est ça. Donc
que faire pendant l'arrêt si on a réussi à prendre la décision de s'arrêter et avouer que on n'est pas infaillible et on a le droit de prendre cette pause même si elle est forcée. Comment faire pendant le temps de l'arrêt maladie pour éviter la rechute? Alors les personnes qui ont des chats ont un exemple sur pattes chez eux. C'est ça en fait l'idée, c'est vraiment le mode chat. C'est-à-dire repos, sieste, on mange quand on a faim, on joue un peu, mais c'est que plaisir en fait. C'est plaisir et repos et ça va pas plus loin que ça. C'est pas facile parce qu'on est dans l'énergie du travail, qu'on a tenu sur je vais y arriver, mais la seule solution c'est vraiment d'arrêter tout. Donc il faut le mettre sur l'ordonnance en même temps que le reste, le chat à domicile. Le chat. J'ai fait un petit e-book qui est gratuit, qui est offert sur mon site où j'explique justement les étapes pour comprendre le burn-out et éventuellement le prendre en charge si on ne s'est pas arrêté à temps. Mais c'est vraiment ça en fait, c'est déconnexion et reconnexion à soi. Parce que le problème du burn-out, c'est qu'on est sur un mode mental où on reste concentré sur un objectif parce qu'on se dit je vais y arriver, je dois tenir. On a oublié le corps. Et en fait, l'arrêt, il est vraiment, c'est un moment de reconnexion au corps. Donc c'est écouter ses sensations. Et globalement, c'est des personnes, enfin, quand on est vraiment en burn-out, qu'on y arrive, l'organisme, il est à plat. C'est-à-dire que les gens vont pas se lever. Ils peuvent éventuellement péter un câble, faire des trucs un peu violents, mais globalement, ensuite, ils vont être dans une baisse totale d'énergie. Et faut être honnête, quoi. Pour en avoir fait 3, à chaque fois, c'était pareil. C'est tu passes plusieurs jours couché, tu peux rien faire. Souvent, tu vas te taper une série d'infections parce que là, l'organisme est vraiment sans aucune défense. Donc, tu vas cumuler 2-3 petits trucs sympathiques qui vont bien, des grosses douleurs. T'as pas le choix. Ouais, c'est l'effet boomerang, voilà, tout ce que tu as c'est vraiment, tu te prends le mur. Tu te reprends en pleine face, quoi. Ouais, c'est très violent. Donc soit on s'arrête à temps et auquel cas c'est la même approche, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'arrêter pour pouvoir laisser un petit peu à l'organisme le temps de récupérer et revoir quand est-ce qu'on se sent prêt pour reprendre. Mais si vraiment on a fait le burn-out, de toute façon, on est couché. Ça prend du temps pour remonter. Tu peux nous donner une échelle, un petit peu de temps, parce que on se rend jamais compte, quoi. On se dit, c'est comme pour une grippe, il faut une bonne semaine et c'est bon, ou, enfin, c'est difficile d'entendre qu'il faut énormément de temps parfois, et de l'accepter, mais rien que de savoir que toi qui en as fait 3 des burn-out, me le dire, t'es passé par là, au moins ça atteste un petit peu que oui, c'est long, quoi. C'est long. Ça dépend beaucoup des personnes, ça dépend du temps qu'on a mis pour s'arrêter, en fait. Et il y a des personnes qui vont tenir des mois, voire des années dans une situation de stress chronique avancé. Et eux, quand ils tombent, ça va prendre des mois, voire plusieurs années. C'est globalement, moi j'ai dû tourner entre 2-3 mois et un peu plus, enfin, j'ai tourné en tour de 2 à 4 mois. Mais parce que les 2 premiers, j'ai pas pris assez de temps, je suis partie beaucoup trop vite. Puis à l'époque, on parlait pas encore de burn-out sur le premier. Et puis sur le dernier, finalement, je suis passée indépendante. Donc finalement, j'avais un mix de lancement d'activité et d'arrêt. Je suis dans un rythme quand même ralenti par rapport à ce que je faisais avant. Mais les mois, c'est l'échelle de base en fait, en comptant mois. Voilà, c'est ça. C'est pas des semaines, c'est des mois. Donc je sais que c'est pas facile à entendre, mais il faut bien se dire que si on est concerné, il faut au moins ce temps-là pour pouvoir espérer revenir. Oui. Et une fois qu'on revient, mettre en place, comme tu as dit, des choses au quotidien pour s'alléger, quoi, pour reprendre contact avec le corps et mieux détecter les signes. Et puis au niveau de l'organisation du travail aussi, faire peut-être un peu différemment. Si c'est possible, s'il y a des personnes dans l'établissement avec qui on peut aménager ça, c'est vrai que c'est idéal. C'est plus facile. Voilà, donc soit avoir un temps de travail réduit si c'est possible, même si ça devient de plus en plus compliqué d'avoir des temps partiels. Et voilà, limiter le temps de présence en classe. On avait parlé aussi tous les deux peut-être de gérer le travail différemment, travailler plus en équipe pour pas se retrouver tout seul à faire toutes ces préparations, quoi. C'est ma grande idée de bisounours parce que c'est vrai que moi je suis très dans une mutualisation des ressources. Je le faisais déjà avant en tant que conceptrice pédagogique. Avant, j'étais dans la communication santé, puis maintenant avec le burn-out. Mais voilà, je collabore avec d'autres coachs, d'autres thérapeutes. Et l'idée, c'est que si quelqu'un produit un truc, tout le monde peut l'utiliser à partir du moment où on l'offre. Voilà, c'est transparent. Et c'est vrai que quand je vois que les profs, chacun prépare ses cours, typiquement, moi, j'ai conçu des supports de formation pour des médecins, pour que des médecins forment d'autres médecins.
Et en fait, on avait une base de support, ils nous formulaient leurs demandes, on donnait tout ce qu'on avait sur la thématique, et ils avaient juste à piocher pour construire le contenu. Et je comprends pas que quelque chose d'aussi gros que l'éducation nationale, vous n'ayez pas une grosse base de diapos, ressources, exo, et vous faites votre pioche, et vous mettez votre personnalité, votre touche créative dedans. Mais je trouve ça archaïque, en fait, que chacun prépare ses cours, quoi. L'éducation nationale, voilà, enfin, pour l'avoir fait, mis en place en entreprise, ça fonctionne très bien, et il y a des gens qui sont très bons dans cette partie-là, il y en a d'autres pour qui ils sont meilleurs où ils préfèrent l'animation. Je veux dire, quand je travaille en coaching, on a chacun nos talents, les domaines où on est fort, les domaines qu'on aime ou ne pas faire, on peut mutualiser. Et typiquement, en entreprise, j'adorais le faire pour l'éducation, tu vois, de donner des bases de contenu sur trucs et nouveaux outils. Je veux dire, là, il y a des profs qui mettent en place des trucs absolument géniaux avec les techniques de l'information et de la communication, avec des trucs interactifs, c'est passionnant, mais il faut prendre en compte que assimiler un outil et construire son cours sur un nouvel outil, il y a la partie temps pour assimiler l'outil, tant qu'on n'est pas à l'aise au début, et ça prend un temps monstrueux. C'est ça, ouais. Oui, ça et puis, pourrait être pour vous. Bah oui. Bon, maintenant, il y a tellement de ressources sur Internet ou ailleurs qu'il y a moyen d'aller un peu plus vite dans la préparation. Partager aussi, c'est possible. Bon, après, voilà, il faut tomber sur les bonnes personnes, que ça puisse coïncider, que ça soit vraiment faisable au niveau concret, quoi, pragmatique, que tout le monde s'y retrouve. Et puis, ben, surtout, limiter le temps de préparation parce que, de toute façon, il faut avoir l'énergie pour tenir face à la classe. Et après, il y a tout ce qui est correction, réunion, enfin, voilà. Ouais. Donc, je pense que ça, c'est vraiment c'est un conseil de base. Pour moi, c'est vraiment limiter le temps de préparation autant que faire ce que, quoi. C'est déjà ça de gagner, c'est déjà ça qu'on s'épargne par rapport à tout le reste du boulot. Et puis, une fois qu'on est en classe et qu'on fait son travail, essayer aussi de trouver ce qui va quand même nous motiver, trouver du positif. Ouais. Ça, c'est aussi un signe, enfin, je trouve que ça va dans ce que tu évoquais tout à l'heure, la perte de confiance, mais quand on voit plus de négatif que de positif dans le boulot, enfin, il y a un moment donné, la tendance, elle s'inverse dangereusement, jusqu'à ne plus voir que du négatif, mais vraiment partout et tout le temps, quoi. Donc, avant d'en arriver là, ouais, peut-être essayer de trouver tout ce qui peut nous rebooster et puis montrer que, on est quand même à la bonne place, on fait ce qu'il faut et on a une valeur au travail, quoi. Complètement, mais c'est aussi le burn-out va jouer sur l'estime de soi en fait, parce qu'on est vraiment épuisé, on a l'impression de pas tenir la charge et les attentes et de pas être à la hauteur entre guillemets. Vous voyez, il y a une forme de culpabilité quand on arrive jusqu'au burn-out, et ce qui fait que les gens ont peur de reprendre après leur burn-out, c'est qu'ils ont peur de plus savoir faire, mais en fait, ça tue l'énergie, ça tue pas du tout les compétences. C'est un exercice qui est très sympa, c'est noter 50 trucs vraiment bien qu'on a fait dans sa carrière, pour lesquels on est fier. Ça semble énorme, 50, mais en fait, ça vient très très vite. Que ce soit en termes de cours particulièrement bien préparés, de projets qu'on a menés, de petites réussites. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire ponctuellement pour se rebooster vraiment un gros coup en confiance en soi. Et sinon, il y a l'exercice des gratitudes qui est très très bien. C'est de noter 3 choses positives qu'on a fait dans la journée, tous les soirs. Pourquoi tous les soirs? Parce qu'on s'endort sur du positif, donc ça aide aussi sur la qualité de sommeil. Et c'est vraiment se concentrer un maximum sur le positif. Et c'est des choses qu'on peut faire aussi en classe avec les élèves, qu'on peut adapter. Parce que ce qu'on fait pour soi, on peut le faire aussi pour l'ensemble de la classe, quoi. Ouais. C'est le genre de petites choses qui préviennent le stress qu'on apprend que trop tard et quand on a été concerné par des problèmes de stress chronique et tout. Et en fait, oui, pourquoi on le fait pas à l'école? Ce serait vachement bien, ça. C'est ça. Bon, maintenant, il y a quand même des choses qui se mettent en place. Je sais qu'il y a des collègues qui font un peu de méditation, de yoga avec leurs élèves. Il y a des outils super bien faits pour ça. Donc, pourquoi ne pas en profiter, quoi? C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de caser de la cohérence cardiaque dans la journée, mais rien qu'un petit peu de détente ou de relaxation, ça n'a pas besoin d'être bien élaboré. Puis, que ce soit assez soft aussi, parce qu'on est quand même dans un cadre institutionnel, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais il n'y a pas de raison, quoi, de pas commencer même la journée par ça ou l'heure de cours. Enfin, ça peut prendre différentes formes. C'est peut-être plus facile à faire pour les enseignants qui sont en primaire parce qu'on voit les enfants toute la journée, ils sont peut-être plus réceptifs et tout. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est tout pas mal d'y penser, quoi. De le partager autour de soi, tant qu'à faire. Je sais pas si c'est possible, mais 2 en 3 minutes de respiration en début de chaque cours, ce serait bénéfique à la fois pour le prof et pour les élèves, même pour eux, pour se reconcentrer, parce que c'est vrai que le rythme à l'école est quand même assez élevé par rapport au rythme du cerveau en termes de concentration disponible.
C'est ça. Donc du coup, prévention chez les petits et chez les grands. Carrément. Tout le monde dans le même, tout le monde sur la même ligne pour bénéficier de tout ça. Ouais. Je refais un peu le point sur les aspects qu'on avait prévu d'aborder. Est-ce que tu vois des choses là dont on n'a pas parlé? J'ai pris mes... On a fait quelques détours, mais on avait la partie qu'est-ce qu'on fait si on veut vraiment quitter l'enseignement, qui est une grosse question qui est aussi assez caractéristique du secteur, de ce que j'ai compris. Ouais. Et ouais, de plus en plus prégnante, on va dire, cette question, c'est... Ouais. C'est pareil dans le salariat, hein. C'est vrai que là, pour côtoyer maintenant le milieu de l'entrepreneuriat, on est quand même énormément à être passé par la case burn-out et ça a motivé beaucoup de retrait d'anciens métiers, quoi. Ce qui est aussi dans l'air du temps, parce qu'il y a de plus en plus de reconversions et c'est tout à fait normal maintenant de changer de carrière à un moment donné, mais c'est vrai qu'il y a des secteurs où c'est plus difficile que pour d'autres. C'est ça. On a la rupture conventionnelle ou le licenciement qui finalement a les mêmes avantages, à savoir les 2 ans de Pôle emploi. Et on est quand même beaucoup à tenter cette carte-là et à pouvoir en profiter pour avoir 2 ans pour lancer son activité ou prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut faire. Et de ce que tu m'expliquais, c'est pas exactement comme ça chez vous, quoi. Non, chez nous, c'est pas comme ça. Donc c'est vrai que c'est plus risqué en fait de s'arrêter, de ne pas revenir. Voilà, s'arrêter longuement, c'est partir dans des démarches qui vont prendre du temps, dont on voit pas forcément le bout, c'est assez incertain. D'une académie à l'autre, ça fonctionne pas tout à fait de la même façon en plus. Ce qui est difficile aussi, je trouve, c'est justement savoir quand on est en plein burn-out ou qu'on va bientôt sortir. Enfin bref, le truc est là, on est dedans et savoir est-ce que je tourne la page, est-ce que vraiment c'est plus pour moi ce boulot, ou est-ce que j'ai juste fait un burn-out, même si c'est horrible à vivre, c'est juste ça, mais je peux peut-être quand même continuer, reprendre le travail, ça va se passer mieux. Comment faire pour faire la différence, tu vois, entre je termine ça, j'arrête, c'est définitif, j'y vais plus. Puis ok, j'ai chopé une sale maladie là, ça me ruine la santé, mais ça peut peut-être aller mieux par la suite et je peux me réconcilier avec le boulot et je sais que j'ai déjà eu du plaisir à le faire, donc ça va revenir. C'est vraiment la notion d'activité motivante en fait, de qu'est-ce qui est notre mission de vie. Pourquoi on fait les choses. Les gens qui sont dans l'éducation parce qu'ils ont envie de transmettre et parce que la partie apprentissage, la partie transmission de connaissances est ce qui les motive, ils vont y retourner de cette façon ou d'une autre. Il y en a qui vont passer de l'éducation à la formation d'adultes, mais c'est vraiment ça. Toujours dans l'e-book là qui est offert sur mon site, il y a un petit exercice que j'aime beaucoup, ça s'appelle l'ikigai. Et en fait, c'est un petit outil japonais où on va recouper les talents et les valeurs, ce qu'on aime faire, ce qu'on a envie de transmettre, ce qu'on faisait comme métier avant, et ce qui est notre mission de vie en fait, ce qu'on veut transmettre au monde. Et l'idée, c'est de trouver ce qui est au centre de tout ça. Et il y a beaucoup d'enseignants qui sont à leur place et finalement, le travail va plutôt être, comme on disait au début, sur le perfectionnisme et les limites. Je sais que moi qui suis extrêmement perfectionniste et c'est à la cause de beaucoup, dans tous mes burn-out, ça a joué, clairement. Maintenant, je fais de la perfection à 70%. C'est-à-dire que ce que je produisais était clairement au-dessus de ce qu'on me demandait. Bon, après, les gens s'habituent, ils demandent ce niveau-là tout le temps, donc il faut aussi faire bien à ce qu'on montre. Mais typiquement, souvent, faire 70% de ce qu'on propose suffit largement. On n'attend pas l'excellence, en fait. On attend que ça fasse le job. Après, il y a des activités qui vont faire particulièrement plaisir. On peut se dire, là, je le fais vraiment très bien parce que je m'épanouis là-dedans et ça me fait plaisir. Mais il faut qu'on dose, en fait. Ce qu'on fait avec un niveau de perfection, mais qui va être aussi parce que c'est une activité qui nous ressource nous. Et ce qui peut être juste bien. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être juste bien. C'est ça. Après, voilà, c'est toujours pareil, c'est prendre aussi du recul régulièrement. Je pense que c'est ça qui manque. Parce que le burn-out, c'est tellement insidieux que ça s'installe petit à petit, on s'en rend pas compte, comme tu disais, sauf au dernier stade, quoi. Ouais. Et donc peut-être que ce serait bien, pour les gens qui sont concernés ou qui voient des proches concernés, de prendre des habitudes comme ça, de recul, et de refaire le point sur son travail, sur les valeurs qu'on accorde au travail, et puis les satisfactions qu'on en retire, quoi. Ouais.
Et ces petits exos de respiration comme la cohérence cardiaque ou alors les gratitudes le soir, ça permet de faire un point sur son niveau de satisfaction sur la journée, sur sa motivation du moment. Et si on sent que même en faisant ça, on n'est pas bien, on n'a pas envie d'y aller, c'est déjà un signe que le stress est déjà bien installé en fait. C'est typiquement, il y a des moments, on appelle ça des stops. Stop, ça fait un acronyme en fait. C'est se taire et observer patiemment. C'est-à-dire prendre des petits temps pour faire un check en fait, de se dire comment je me sens, est-ce que je suis stressée, est-ce que ça va bien en ce moment, est-ce que j'ai besoin de faire une pause, est-ce que j'ai trop donné. Et il y a ça en fait, c'est une adaptation permanente. Il y a vraiment cette notion d'équilibre. Tout est équilibre, que ce soit les attentes et les ressources et le corps, le cerveau, le niveau de stress et à quel point je peux me ressourcer ou pas. Typiquement, faut qu'on puisse compenser les moments de stress dans la journée. Donc pas forcément à l'échelle de la journée, mais au moins à l'échelle de la semaine. Une semaine particulièrement difficile, il faut avoir l'activité ressourçante qui va bien le week-end, quoi. Il fait beau, on peut aller se promener. Il faut qu'on soit vraiment dans cette idée, j'ai eu un stress, il faut que j'ai quelque chose qui me ressource. Voilà, il faut compenser et puis éviter d'anticiper et de dire mais il reste encore une montagne de choses à faire et la semaine prochaine il y aura ci et ça, etc. Sinon on n'en voit pas le bout, quoi. Quand on s'approche du burn-out, on va bosser tous les soirs, on va bosser les week-ends en disant j'ai trop de trucs, je peux pas faire autrement. C'est des petites phrases comme ça, mais c'est des petites phrases qu'on montre qu'on est très avancé dans le processus en fait. Tout l'intérêt de se faire suivre aussi si on peut, parce que c'est pas évident de gérer ça tout seul et d'être autodiscipliné et de ultra attentif à tous les signes, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on en parlait, on dit dans l'idéal se faire coacher si on peut, au moins se faire suivre par un psychiatre ou psychologue, mais avoir une personne ressource ou des personnes ressources autour de nous. Ça peut être l'entourage aussi qui, de toute façon, joue un rôle fondamental pour nous alerter quand on n'est plus nous-mêmes. Voilà. La bonne année qu'on peut appeler, il faut avoir une équipe autour de soi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de modalités d'accompagnement. La porte d'entrée reste toujours le médecin traitant, parce que c'est lui qui va dire si arrêt, si médicaments, etc. Mais pour avoir un suivi sur la durée, il y a les psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, il y a les coachs qui vont permettre de retravailler un peu sur les valeurs, voir si on est bien dans sa place ou pas. Ça, c'est un travail qu'on fait très bien avec le coaching. Il y a des thérapies un peu plus naturelles, comme aller voir un naturopathe ou un sophrologue. Il y a des très bonnes techniques de gestion du stress. Il y a l'alimentation qui joue vraiment énormément dans la prévention. Donc, ces approches un peu naturelles sont très très bien. Il y a les techniques énergétiques, comme le Reiki, comme le EFT. La notion de rapport au corps est très très importante. Donc, rien que de prendre des temps de massage. Quand on est massé, on se rend compte des points de tension et le masseur se rend compte également. Donc, c'est aussi un bon moyen d'avoir une sensation et un toucher extérieur pour voir quand est-ce qu'il y a des zones de tension, des zones de douleur. C'est ça, parce que c'est vrai qu'on devient insensible petit à petit. On est tellement endurant, on a une carapace qui grossit, on veut tellement continuer à assumer, y aller au bout que voilà, les signaux du corps, on a du mal à les sentir à nouveau, quoi. Et du coup, après, quand ça revient, ça fait mal, quoi. Ça revient à chaque fois plus fort. C'est comme une émotion qu'on n'entend pas, un signe du corps qui dit qu'il va pas. Ça va être une petite douleur, ça va être une toute petite infection qui va partir tout seul, mais quand elle va revenir, ça va être une grosse douleur qui va pas partir. On va prendre des antalgiques, ça va pas suffire, on va prendre des antalgiques plus forts. Et l'étape suivante, on est bloqué. Voilà. L'escalade, c'est jamais que la même petite douleur qui a pas été entendue et qui a fait non mais je suis là, et à chaque fois un peu plus fort, puis à un moment elle tape un grand coup en mode non mais stop. Voilà, oui. Ouais, le corps est suffisamment intelligent pour se faire entendre au final, quoi, par tous les moyens possibles en fait. Dans le dernier, j'ai eu la fracture de fatigue. Dans le genre j'ai trop attendu, tu vois, mais c'est pour dire que c'est ça. C'est vraiment l'échelon du même corps qui est toujours là en mode non mais arrête de foncer, je suis là, ça va pas passer en fait. Ouais, écoute-moi, arrête-toi et stop tout ça, quoi. On parle de limites par rapport à son rapport au travail, mais tout est dans les limites aussi. Que dans le burn-out, il faut comprendre que le corps a ses limites et qu'elles vont gagner à la fin en fait. On peut pas dire je vais tenir, non, c'est pas possible. On peut pas cumuler le stress. Le stress cumulé est toxique pour l'organisme. Il va tuer les défenses immunitaires, il va ralentir le fonctionnement du cerveau,
Et il y a des conséquences. On ne peut pas se leurrer. Les conséquences sont là. Et du coup, oui, plus on attend, plus on va mettre de temps à s'en remettre. Comme tu disais tout à l'heure, plus ça va être long. Et de toute façon, en tant qu'enseignant, enfin, dans la posture d'enseignant, on peut juste pas se permettre, quoi, de pas être bien, de pas être en forme, quoi. Bien sûr, on a tous des baisses de fatigue, des baisses de morale et tout, mais il faut quand même pouvoir assurer. Et c'est vrai que si le corps ne suit pas, c'est nous qu'on met en danger. Et puis, à terme, c'est des élèves aussi d'une certaine façon, quoi. C'est eux qui vont en pâtir. Donc quelque part, je trouve que ça peut être un levier. C'est la question de la responsabilité, quoi. Le premier outil de travail, c'est de continuer à aller bosser en étant dans cet état-là, de la même manière que quand on est bien grippé ou qu'on a quelque chose de très contagieux, est-ce qu'on peut se permettre d'aller travailler face à 30 élèves, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est comme dans l'avion avec le masque qui est d'abord pour l'adulte et ensuite pour les enfants. Je veux dire, si on va pas bien, on peut pas faire son boulot, quel que soit le travail. Après, on parle de présentéisme. C'est dans l'enseignement comme dans l'entreprise, mais c'est des personnes qui vont bosser alors qu'elles sont en état de fatigue, voire de maladie, où c'est malsain pour tout le monde. Et les chiffres sont ce qu'ils sont. C'est pas efficace, ça coûte cher à la personne. De toute façon, on va finir par être arrêté d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est un cadeau à se faire que de s'arrêter à temps. Il y a des petites phrases comme ça, le moi c'est pas grave, le je peux tenir, le là j'ai pas le temps parce que les priorités c'est de faire ça, ça, ça. Enfin, ça montre qu'on est sur la pente descendante. Ça traduit une vraie réalité, c'est là que c'est difficile parce que les personnes qui sont dedans, il y a aussi un fond de vérité, il n'y a pas forcément la personne à contacter pour aménager, pour vraiment trouver une solution efficace. Mais dans ce cas-là, s'il n'y a pas de solution, la priorité c'est de se préserver soi, donc c'est l'arrêt. C'est ça, puis aller voir le médecin, ne pas attendre le dernier moment pour aller consulter, quoi. Même si on est arrêté, même si, le monde va pas s'arrêter de tourner malgré tout. Je sais que c'est dur pour arrêter dans ce cas-là aussi, mais, c'est pas grave, quoi. C'est pas si grave que ça. Le plus important, c'est nous-mêmes, quoi. C'est vrai que si on prend pas soin de soi, on peut pas prendre soin des autres. Et bon, l'enseignement, c'est une forme de relation d'aide, de toute façon, et de soins quelque part, de soins d'éducation. Donc, on est obligé, quelque part, on n'a pas le choix si on veut, en tout cas, continuer à bien le faire, on est obligé de s'arrêter à temps quand ça va pas, quoi. Ce qui est grave, c'est d'en arriver à des extrêmes de burn-out qui se généralisent et qui se banalisent parce qu'on n'a pas les solutions au bon moment, quoi. Mais la priorité, c'est toujours d'aller bien. Oui, bien sûr, mais d'où l'intérêt de faire de la prévention comme toi tu proposes, parce que plus on sait ce qu'est le burn-out, plus on est à même de réagir, de le détecter et puis de dire stop avant que ce soit trop tard, quoi. Ouais. Voilà, écoute Sandra, est-ce que tu as des choses à rajouter? Si tu veux parler de ton actualité peut-être, qu'est-ce que tu... je pense que je vais mettre 2-3 ressources en commentaire. Mon actualité, moi j'ai une formation de prévention du burn-out où on fait toute la partie prévention. Donc le premier module est gratuit, en accès 30 jours. Donc on comprend mieux les mécanismes du stress. Je parle un peu plus des signes du burn-out. Et à la fin, il y a un quiz pour mesurer son niveau de stress. Et ce qui est aussi intéressant pour moi, parce que comme ça, la personne voit où elle en est sur son niveau de stress et voit si elle a besoin ou pas de faire la suite de la formation finalement. Mais tout ce qui est sensibilisation au maximum, c'est accessible gratuitement. J'ai une page de ressources sur mon site. C'est des choses qu'il faut absolument diffuser. Après, je fais des ateliers, je fais des accompagnements, mais tout ce qui est vraiment message de prévention, tout se trouve gratuitement sur le site. Donc, profitez-en, c'est super bien fait. Et Sandra, elle dessine trop bien et tout. C'est dingue. C'est pédagogique. Alors, pour des profs, franchement, c'est que du bonheur. J'étais dans la conception pédagogique avant. C'est vrai que la partie transmission de savoir, c'est ce qui me motive. Et typiquement, là, sur le dernier burn-out, j'avais évolué dans mes postes et j'avais plus cette partie créatrice et pédagogique. Et en fait, je me suis éteinte parce que ça m'intéressait plus. Donc, si ça vous fait encore vibrer au fond, c'est que vous êtes à votre place. Mais par contre, il va falloir trouver des moyens de se préparer, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que le fond y est, mais la forme, il faut l'adapter. Donc, ça demande de sortir du système et d'enseigner d'une autre façon. Mais les solutions, on peut les trouver, je pense. Si on est convaincu, qu'effectivement, l'enseignement, c'est pour nous. D'une façon ou d'une autre, on arrivera à trouver une autre voie, pas détourner. Mais par contre, il vaut mieux pas s'obstiner. Retourner dans le même contexte, quoi. Sinon, on peut pas changer le contexte, alors il faut aller voir ailleurs, je pense. Pas rester. C'est la même logique en entreprise, quoi. C'est soit on peut aménager le poste, soit il faut changer l'environnement, en fait. Soit le travail en lui-même.
C'est vraiment à cette échelle-là. Soit on aménage, soit on change l'environnement, soit on change le travail. Voilà, au final, l'équation, elle est assez simple. Il y a une part d'inconnu, enfin, c'est bien d'être accompagné, c'est pas facile, il faut être prêt à le faire. On n'a pas parlé, mais je pense que c'est intéressant d'en parler, c'est qu'il y a toujours cet amalgame entre burn-out et dépression. Oui. Mais le fait est que quand on est sur un niveau de stress chronique qui dure longtemps, ça impacte à tel point l'organisme que ça va jouer au niveau du cerveau sur les neurotransmetteurs. Et il y aura plus les ressources nécessaires pour avoir les neurotransmetteurs du bien-être et de l'énergie au niveau du cerveau, et ça se traduit par une dépression, qui est en fait une dépression conséquente à l'accumulation de stress. Et quand on est arrivé à ce niveau-là, c'est beaucoup plus dur d'être dans l'état de motivation. Typiquement, quand on est déprimé, on ne peut pas penser à des nouveaux projets. Il faut vraiment prendre du temps pour soi, pour refaire le point et pour être dans une dynamique de lancer autre chose. Là, on est vraiment sur plusieurs mois, et c'est là qu'on va parler d'années, en fait, des personnes qui mettent plus d'1 an pour reprendre le travail, c'est qu'on a eu la dépression à côté. Sur mes 3 burn-out, les 2 premiers, il y en a eu, sur le 3e, il n'y en a pas eu. En termes d'énergie, c'était pas du tout pareil. C'est-à-dire que la souffrance physique reste très présente, mais sans la dépression, c'est quand même plus facile de construire la suite, entre guillemets. C'est ça, oui, quand on est en burn-out, on n'est pas forcément déprimé, en fait. C'est une allergie au travail. Enfin, moi, c'est comme ça que je le traduis. C'est pas mal, ça. On devient allergique, on supporte plus grand chose, quoi. Oui, nous, on peut avoir le moral, avoir envie de faire plein de trucs, des projets et tout, mais on n'a plus l'énergie, quoi. On est tellement usé que, du coup, c'est presque rageant de voir que le boulot nous a mis dans cet état alors qu'on a envie de faire des tas de choses, mais on ne peut pas. Et là, pareil, la réponse, c'est la pédale de frein aussi. Donc, on est aussi sur les limites. Parce qu'on a vite fait de se dire, ah tiens, ça a l'air sympa, je vais y aller. C'est le mode chat, hein, vraiment, qui revient. C'est-à-dire que d'abord, on se repose. Et après seulement, on commence à refaire le point sur est-ce qu'on y retourne ou pas, est-ce qu'on se lance sur autre chose ou pas. Mais la priorité, c'est le repos. C'est ça. Accepter qu'on a le droit aussi, qu'on a le droit de s'arrêter, quoi. Et que, au contraire, ça ne peut être que mieux après. On a le devoir même de s'arrêter. C'est-à-dire que de préférence avant de se prendre le mur, parce que l'arrêt forcé dure plus longtemps. Et oui, ça fait plus mal. Ça fait plus mal et c'est plus long. Et c'est plus long, ouais. Eh ben, écoute, sur ce, survivante. Il y a des gens qui ont des questions, peut-être. Je sais pas s'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez les mettre en commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas. Je remettrai le lien du site de Sandra. Tu nous partageras aussi là tes. Ouais, j'ai 2-3 petits trucs. Je vais vous mettre des outils de cohérence cardiaque, l'e-book, tout ça. Voilà, ouais. Parce qu'il y a quand même plein de petites choses assez ludiques et faciles à utiliser et qui prennent pas forcément du temps. Alors on dit toujours ça fait encore ça en plus et tout, mais non. L'effort c'est juste prendre l'habitude quoi, d'intégrer ça dans son. Ouais, je m'en bien d'honneur à pas vous mettre la pression. C'est des petits trucs qui se consomment assez vite et qui ne prennent pas trop de temps. C'est ça. Facile, rapide, pratique. C'est ça. Efficace surtout. Ouais. Efficace. Ah oui, on dit qu'il faut 3 semaines, je crois, ou 21 jours pour mettre en place une habitude pour que le cerveau l'enregistre. Alors 21 jours, ce serait 21 jours, ce serait le scénario idéal où on arrivera à le faire tous les jours pendant 21 jours sans revenir en arrière. Ouais, voilà. C'est qu'en général, on arrive à 90 jours en fait. Parce qu'on patine, on repart en arrière, donc concrètement, c'est plus 90. Mais bon, déjà, commencer, essayer, c'est déjà... Ouais. Tester une habitude sur une semaine, déjà, c'est génial. Oui, ouais. Essayer de faire un peu de cohérence cardiaque tous les matins pendant une semaine, ou un peu de méditation. Déjà, quand on arrive à ce stade-là, qu'on arrive à le faire une semaine ou un peu plus, quand on commence à ne pas le faire et se rendre compte qu'on n'est pas très bien, pas aussi bien que les jours où on le fait, c'est gagné en fait. C'est-à-dire qu'il y aura toujours la lutte un peu pour le caser dans son emploi du temps, mais une fois qu'on se rend compte que quand on le fait pas, on est moins bien que quand on arrive à le caser, c'est là qu'on se rend compte que quand il y aura un besoin, on va le faire en fait. Oui, c'est ça, c'est qu'on en a pris conscience en fait, que ça joue quand même un tout petit peu, mais qu'on n'est pas pareil, ouais, comme tu dis, avec ou sans. Et puis des fois aussi, y penser, se dire aujourd'hui j'ai pas le temps, enfin là je sens que j'ai pas le temps, mais je pense quand même à l'habitude que je voudrais mettre en place. Quoi. Ouais. C'est la moitié du chemin qui est fait, je pense. Il n'y a pas de pression dans la stress défense, c'est-à-dire qu'on adapte ce qu'on fait au temps qu'on a. C'est-à-dire les gens qui font des miracle morning, qui se lèvent à 4h ou 5h du matin pour se faire une routine d'une heure le temps, moi je suis en mode mais stop, c'est malsain.
C'est-à-dire que souvent, le sommeil n'est pas réparateur. Quand on est en préparation de burn-out, le sommeil n'est pas réparateur. Hors de question de le raccourcir d'une heure pour aller faire des trucs qui finalement vont nous fatiguer au final, parce qu'on n'a pas le niveau d'énergie pour tenir ce genre de rythme. C'est ça, oui. Il faut se respecter et adapter les activités à son niveau d'énergie, effectivement. Ouais. Pas la peine d'en rajouter si déjà on est à plat. Et ben ouais, il faut l'arrêter. Voilà, il faut l'arrêter, accepter d'être une loque pendant un moment, mais il n'y a que comme ça qu'après on peut remonter la pente aussi, quoi. Faut pas vouloir être super humain, faut mettre une grande pression dans ces places. Les exercices de respiration, c'est le faire au lit. Avant de se lever, on travaille en cohérence cardiaque sur un rythme donné. On profite de rester couché pour faire un scan corporel. On regarde si on n'a pas des douleurs, des tensions de la tête jusqu'aux pieds en descendant progressivement. Rien que ça, c'est un premier stop, c'est un premier scan de son corps pour voir quel niveau on a de fatigue actuellement. Et ça prend pas plus de temps. On peut le caler entre 2 snooze de réveil. Oui, c'est vrai que ça prend peu de temps. Ça, c'est super efficace en plus. C'est agréable à faire. Qui plus est. Ouais. On peut faire la liste des chansons qu'on adore et qui nous mettent en énergie. Et on a la playlist qui va bien, qui est préparée sur son Spotify ou son Deezer. On s'en met une tous les matins. C'est pas plus compliqué que ça, une routine du matin. Il n'y a vraiment pas de pression. Après, coach, de psy, etc. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire par soi-même quand même rapidement et facilement, quoi. Ouais. Bon, bah écoute Sandra, je te dis merci beaucoup. Merci à toi. Et puis on te retrouve sur ta page, sur ton site, on mettra toutes les infos là qui vont bien pour aider tout le monde et puis que tu puisses découvrir un petit peu ton univers aussi. T'as vu, je m'étais mis en vert. Oui, j'ai vu. Pour te faire Non, mais je suis un peu psychopathe du verre, vous le verrez sur le site. Voilà. Du coup, je m'étais mise aux couleurs de Sandra. Ça me touche. Bon, eh ben, à très bientôt et puis bonne fin d'année à tous les profs qui nous regardent et bon courage et prenez soin de vous surtout. Oui, c'est vraiment la clé. Prenez soin de vous. Bye bye. Salut.